Merci d'être avec nous sur BFM TV, la une du journal de 15h. Après 36 heures, les participants ont quitté la rave party de Lieurons, près de Rennes. Comment cette fête géante illégale a-t-elle pu avoir lieu malgré le couvre-feu? 1200 verbalisations ont été dressées et les participants sont appelés à s'isoler pendant 7 jours. Le début d'un couvre-feu renforcé pour 6 millions de Français. Ce samedi, il passe de 20h à 18h dans 15 départements de l'Est et du Sud de la France. Des départements où les chiffres sont inquiétants. Seulement 332 Français vaccinés en une semaine. Pourquoi la France est-elle si en retard par rapport au reste du monde? La stratégie vaccinale française est-elle mauvaise? Le gouvernement promet en tout cas de passer rapidement à la vitesse supérieure. C'est un événement qui crée la polémique et soulève de nombreuses questions et critiques. Une rave party géante a été organisée illégalement en pleine épidémie de Covid à Lieurons, près de Rennes. 2500 personnes se sont rassemblées dans des hangars désaffectés avant de quitter les lieux ce matin. Un peu moins de 500 gendarmes sont intervenus. Alors comment un tel événement illégal a-t-il pu avoir lieu en pleine épidémie et en plein couvre-feu? C'est ce qu'on va tenter de comprendre cet après-midi. Quoi qu'il en soit, il y a eu plus de 1200 verbalisations depuis ce matin. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait un point en fin de matinée. On l'écoute. La partie de Lieurons est terminée. Elle aura duré 36 heures. C'était une manifestation illégale qui avait été interdite par mes soins, qui nous a beaucoup mobilisés. Les raveurs ont mis leur vie en danger, leur santé. Il faut maintenant qu'ils préservent celle de leur entourage. Des messages leur ont été transmis pendant ces 36 heures, de façon continue. Nous leur avons fourni gel et masques. Ce matin, nous leur avons proposé des tests antigéniques. La direction générale de l'ARS a rappelé les consignes sous forme de flyers qui ont été remis à ceux qui sortaient du site ce matin. Ces consignes sont simples. S'isoler pendant 7 jours, faire un test, se faire tester au bout de 7 jours. Ça sera la preuve d'une responsabilité retrouvée. Cette rave party illégale a donc débuté le 31 décembre et a duré 2 nuits. Jusqu'à 2500 personnes se sont rassemblées. Le tout sans masque ni respect des gestes barrières. Retour sur ces 36 heures de fête avec Jordan Ray et Igor Saïri. Les forces de l'ordre bloquent l'entrée du hangar. Ce matin, elles ont enfin pu pénétrer à l'intérieur. Mais face à elles, juste une dizaine de fêtards. La plupart a quitté les lieux. Sur le parking, il ne reste plus que quelques voitures et des détritus un peu partout. Il y a encore quelques heures, cela ressemblait plutôt à cela. Dans ce bâtiment désaffecté, 2500 participants dansent au rythme de la musique techno, serrés les uns contre les autres et sans masque pour la plupart. Il y avait beaucoup de monde, on s'est amusé et oui, on a pris des risques. On le sait, on en a conscience, on fera gaffe après, voilà. L'événement s'est déroulé pendant 36 heures et dès le départ, les autorités tentent d'empêcher ce rassemblement. Mais les fêtards se rebellent. Jets de pierre, de bouteilles, un véhicule de gendarmerie est même incendié. Le ministère de l'Intérieur explique pourquoi les forces de l'ordre ont tardé à intervenir. C'est un dispositif complexe qui doit être mis en place parce que dans ce type d'opération de maintien de l'ordre, plus de sécurité publique, on va faire usage de la force. Et quand on fait usage de la force, il y a de la violence et des blessures. Donc ça se prépare, c'est sensible, c'est complexe, sous l'autorité du préfet département et ça nécessite un peu de temps. La fête est désormais terminée, mais tôt ce matin sur la route du retour, les gendarmes attendaient les participants, carnet de contravention à la main. En direct avec nous, Mathieu Vallée. Bonjour, vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Cette question, tout d'abord, pourquoi les gendarmes ne sont pas intervenus plus tôt, dès le début de l'installation de cette fête? Ils ont essayé de le faire, mais vous avez vu qu'ils ont été pris violemment à partie, ils ont été légèrement blessés, il y a eu un véhicule incendié. Ensuite, on avait quand même plus de 500 éléments radicaux présents cette soirée. Donc une intervention précipitée aurait pour but de créer des difficultés supplémentaires et de
permettre de mettre en avant des images de violence par nos contradicteurs telles qu'on les décrit par nos contradicteurs sur les manifestations. Donc c'est une préparation assez importante qui doit être faite sur ce genre d'opération, surtout avec des gens alcoolisés, des gens sous stupéfiants, hein, puisqu'il y a eu une constatation de consommation de stupéfiants et des verbalisations. Donc c'est pas quelque chose qui se prépare à la hussarde. Et effectivement, le temps de la préparation de l'opération, il y a eu des verbalisations, il y a eu une périmétrie du site qui a été opérée par les gendarmes et aujourd'hui aussi par les CRS lors de l'évacuation des dernières personnes pour contrôler le maximum de gens qui étaient présents sur site. Et donc c'est vrai qu'il vaut mieux préparer les choses en amont de manière sérieuse et profonde plutôt que d'aller dans la précipitation et puis d'avoir des difficultés qui vont en découdre. On se pose aussi la question de savoir comment cette rave party a pu avoir lieu malgré le couvre-feu, malgré l'interdiction par la préfecture. Est-ce que finalement les fêtards n'ont-ils pas trompé les autorités? Est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir davantage de travail, notamment du renseignement par rapport à cette fête? Alors le travail du renseignement territorial, hein, que ce soit en zone police ou gendarmerie, c'est le renseignement territorial qui opère une veille sur les réseaux sociaux, qui opère une veille sur les personnes qui s'identifient et qui suivent, sauf que c'est très compliqué puisque cette soirée visiblement s'est préparée en amont par des réseaux cryptés, par des messageries telles que Signal, Telegram ou encore WhatsApp. Donc c'est très difficile parfois de déceler en amont tous les éléments qui permettent d'identifier un site. Là, il y avait eu plusieurs sites qui avaient été identifiés comme pouvant être le réceptacle de ce genre de soirée. Il y a eu des soirées qui ont été évitées de justesse lors du 31, sauf que celle-ci a été prise d'assaut rapidement. Les gendarmes, comme je vous l'ai dit au début, ont voulu intervenir et ça a été compliqué parce qu'il y a eu beaucoup plus de monde que prévu. Après, il ne faut pas que cette opération, cette soirée occulte d'autres qui ont été évincées comme à Marseille, où il y a une soirée de 400 personnes qui a été évacuée avec l'interpellation de l'organisateur. Et en parlant de l'organisateur, là, ce qui va être important, c'est la judiciarisation, c'est-à-dire que la personne qui a mis en place cette soirée va devoir reprendre des faits au niveau de la justice, puisque là, il y a une mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Et puis, c'est complètement irresponsable parce qu'au-delà de ce que l'association Technoplus nous dit, à savoir les gestes barrières, le port de masque, qui n'a pas du tout été respecté, puisque les images que vous avez montrées sont éloquentes, il va falloir que l'organisateur et toutes les personnes qui ont contribué à cette soirée doivent répondre de ces actes, parce que c'est complètement irresponsable en pleine crise sanitaire, là où les Français font des efforts, de voir des personnes qui s'exonèrent et qui s'affranchissent des lois et de ces précautions sanitaires qui mettent en danger nos soignants et la population. Évidemment, et 2500 personnes qui n'ont pas respecté ce cadre sanitaire à Lioron en Bretagne. Est-ce que l'opposition, par exemple politique, dénonce un manque d'autorité? Est-ce que selon vous, il y a eu un manque d'autorité de l'État? Alors pour la responsabilité politique, je sais que le ministre de l'Intérieur a réuni une réunion de crise vendredi soir dès 22h pour prendre la direction des opérations avec le préfet de Bretagne. Les policiers et les gendarmes sont courageux, ils sont déterminés. Il y a deux choses qui sont nécessaires pour qu'ils puissent intervenir. D'abord, c'est l'instruction politique et ensuite, c'est les moyens nécessaires. Je pense que l'instruction d'intervenir allait venir, sauf que je vous dis, il faut bien préparer cette intervention parce que les mêmes qui crient à l'impuissance ou à l'incapacité des policiers ou des gendarmes d'intervenir seraient les mêmes qui viendraient nous contredire ou qui viendraient nous accabler parce qu'on serait intervenu dans la précipitation et qu'il y aurait usage de la force et donc des violences, et on aurait tout de suite dit le fameux mot qui veut rien dire, violence policière, vis-à-vis de l'action des gendarmes et des policiers. Donc c'est important qu'on puisse, je vous dis, c'est très important qu'on puisse préparer l'opération, même si au niveau du timing des médias et de la communication, ça ne correspond pas. C'est important. Puis vous avez vu, la première intervention des gendarmes s'est soldée par un échec, parce que malgré leur courage et leur détermination, ils n'étaient pas assez, et ils ont failli laisser de leur vie, en tout cas de leur intégrité, par rapport aux attaques dont ils ont fait l'objet. Donc pour terminer, on ne pouvait pas aller plus vite pour mettre fin à cette fête illégale, hein, selon vous? Ah, mais je comprends parfaitement que les gens, la population, les politiques puissent dire que les images sont des assos parce que ça donne l'impression d'une certaine permissivité, sauf qu'effectivement, l'opération a nécessité du monde, elle a nécessité une planification, elle a nécessité une coordination parce que vous avez vu qu'il y a des gens qui ont pris des issues non surveillées pour s'échapper du site. Donc c'est quelque chose qui se prépare. On a eu d'ailleurs le même type d'opération sur Notre-Dame-des-Landes ou encore sur d'autres évacuations de sites comme Sivins où on voit que c'est très compliqué et que parfois même malgré la préparation ultime, on a des violences de la part des opposants auxquels on doit faire face et qui met en difficulté nos collègues et nos camarades de la gendarmerie. C'est pour ça que c'est important qu'on prépare du mieux qu'on peut ce genre d'opération pour éviter au maximum un usage de la force qui créerait des blessés tant chez nous que chez les personnes qu'on est soit censé dévincer, soit interpeller. Mathieu Vallée, des procédures pénales sont en cours. Quelles sanctions donc, pour tous ces teufeurs? Et par ailleurs, est-ce que vous savez si les organisateurs ont pu être appréhendés? Alors,
il y a des organisateurs qui ont été identifiés, il y en a certains, en tout cas des personnes auprès desquelles on a des indices ou des éléments qui permettent de dire qu'elles ont organisé ou contribué à l'organisation, qui font l'objet d'une procédure judiciaire, sauf que l'enquête est en cours et ça sera au procureur de la République de le dire. Maintenant, les participants, évidemment, ça paraît dérisoire, ne risquent qu'une amende de 135 €, hein, soit pour le non-port de masque, soit pour le non-respect du confinement. Hein, d'ailleurs, c'est cumulatif. Et effectivement, par contre, l'organisateur, toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation et que l'enquête déterminera évidemment les rôles précis, eux risquent une peine d'emprisonnement puisque la mise en danger délibérée de la vie d'autrui, c'est au minimum 1 an d'emprisonnement avec 15 000 € d'amende. Et donc là, c'est pas du tout le même registre puisqu'il y a une garde à vue possible, il y a une poursuite judiciaire devant le tribunal correctionnel qui est possible par le procureur. Et à ce moment-là, c'est important qu'il y ait des suites judiciaires parce que sinon, on donne l'impression qu'il y a une impunité jusqu'au bout. Donc, on attend beaucoup de l'enquête judiciaire et de ce que les gendarmes vont pouvoir déterminer avec cette enquête. Merci beaucoup Mathieu Vallée d'avoir répondu à nos questions en direct sur BFM TV. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a plusieurs fois posté des messages sur le réseau social Twitter, notamment concernant les verbalisations à la suite de ce rassemblement, de cette rave party. Plus de 1200 verbalisations, dit-il, sont mises aux participants de la rave party illégale de Lioron. Les gendarmes continuent les contrôles et poursuivent les organisateurs. Nous sommes en direct avec Edwige Diaz. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère régionale RN Nouvelle-Aquitaine. Par rapport à ce rassemblement, à cette rave party, est-ce qu'il y a eu, selon vous, de l'impuissance ou du laxisme de la part des autorités ? Ah oui, tout à fait, à la fois et de l'impuissance, à la fois du laxisme, aussi un manque réel d'anticipation, ce qui fait que nous avons assisté à une scène absolument surréaliste, en pleine pandémie, en plein couvre-feu, alors que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé un important dispositif policier et qu'il avait même dit qu'il serait intransigeant avec ceux qui contreviendraient au couvre-feu. Eh bien, on se rend compte absolument médusé qu'il a été dépassé par une simple rave party organisée par quelques, pardonnez-moi l'expression, punk à chiens. Du coup, on se rend compte que ce gouvernement, on le savait déjà, mais on se rend compte que ce gouvernement est faible avec les délinquants, fort avec les honnêtes gens. Je pense évidemment à tous ces Français, à monsieur et madame tout le monde, qui ont fait les fêtes en petit comité, qui respectent le couvre-feu, qui portent leur masque. Et je voudrais bien sûr aussi penser à tous ces professionnels du monde de la nuit, de discothèques qui sont non seulement fermés depuis 9 mois, qui en plus ne savent pas quand ils vont pouvoir réouvrir, qui ont été qualifiés avec beaucoup de mépris de non essentiels, qui avaient proposé un protocole sanitaire strict pour pouvoir réouvrir, protocole qui a été refusé, et puis les syndicats de discothèques qui alertent depuis des mois sur la multiplication des fêtes clandestines. Eh bien, toutes ces personnes, tous ces travailleurs, tous ces honnêtes gens n'ont pas été écoutés. Donc nous avons assisté une fois de plus à un mépris du gouvernement et en même temps au naufrage du ministre de l'Intérieur et à une véritable capitulation de l'État. Vous attribuez donc ce manque d'anticipation, selon vos mots, à Gérald Darmanin. Est-ce que vous ne pensez pas que les renseignements généraux, peut-être, ont également une certaine part de responsabilité? Ils ont peut-être pu anticiper plus ce rassemblement en amont? Mais encore a-t-il fallu qu'ils aient les ordres. Le problème, c'est qu'on voit M. Darmanin qui tweete frénétiquement. On a entendu qu'il avait organisé hier soir une réunion pour réfléchir aux différentes possibilités d'arrêter cette fête. Eh bien, excusez-moi, mais moi, je pense que cette réunion aurait dû se tenir en amont, en prévision de cette fête clandestine du 31 décembre. Voilà, là aujourd'hui, il est dans la communication, il annonce des chiffres très importants. Ouais. Mais trop tard, la fête est terminée. Vous avez peut-être entendu aussi le policier qui était avec nous juste avant, Mathieu Vallée, qui disait que c'était une opération très complexe. Il y a beaucoup de monde, 2500 personnes, dont beaucoup d'éléments violents, 500 environ. C'était une opération qui demandait beaucoup de temps de préparation et qu'il était très difficile d'intervenir plus tôt. Oui, mais ce n'est pas la première fois, malheureusement, que nous sommes en présence d'éléments radicaux, de zadistes, d'anarchistes, plus globalement de personnes qui prônent la haine anti-flic. Donc je m'étonne que le gouvernement, que le ministre de l'Intérieur ne sache pas répondre à ces attaques, parce que clairement c'est l'État qui est attaqué. Moi je suis affligée, désespérée de voir qu'une fois de plus, on s'en est pris aux policiers, qu'ils ont été attaqués, qu'ils ont été caillassés, qu'une voiture a été brûlée. Et d'ailleurs on a vu dans vos reportages des graffitis sur les murs de cet hangar, un graffiti révoltant puisque c'est ACAB et qui est clairement une provocation et de la haine anti-flic. Edwige Diaz, pour conclure brièvement, quelles sanctions faudrait-il appliquer à ces personnes qui ont participé à cette rave ?
Alors, des sanctions très sévères, déjà aux organisateurs, à ceux qui se sont occupés de les DJ, par exemple, voilà, tous les participants. Je pense que le risque de 1 500 € le risque de peine de 1 500 € des organisateurs est bien trop faible. Je pense qu'il faut faire preuve de sanctions exemplaires parce que là, les chiffres qui sont annoncés, eh bien, écoutez, tant mieux si ça va jusqu'au bout de l'action, mais je pense malheureusement qu'entre les amendes, les contraventions annoncées et les amendes qui seront recouvrées, il y aura un fossé. Merci beaucoup Edwige Diaz d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV cet après-midi. Nous sommes en direct avec Jean-Pierre Thierry, bonjour, médecin bonjour. Spécialisé en santé publique, conseiller médical de France Assos Santé. On a beaucoup de questions à vous poser sur l'épidémie, mais aussi tout d'abord donc sur cette rave party. On a vu que beaucoup de participants n'avaient pas respecté les gestes barrières, n'avaient pas de masque. Est-ce que ça vous inquiète ce rassemblement de 2500 personnes et est-ce que ça peut déboucher sur un cluster géant ? Alors, tout rassemblement de nombreuses personnes qui, effectivement, oublient les gestes barrières, quelles que soient les raisons, mais enfin là, c'est le cas dans une free party, est classé dans ce qu'on appelle les réunions potentiellement super contaminatrices. Donc, il y en a d'autres. Il y a des navires, par exemple, de croisière ou les navires militaires. Il y a les chorales, il y a les réunions sportives, il y a les réunions religieuses. On se rappelle de Mulhouse. Donc, s'il y avait une ou plusieurs personnes, ce qui est possible, contagieuses et alors super contaminateurs elles-mêmes ou super contaminatrices elles-mêmes, oui, il y a un risque pour qu'on ait un foyer important. D'autant plus que, alors je connais pas la sociologie exactement des rêveurs de cette free party, mais ils venaient peut-être de toute la France. Donc, il y a un risque quand ils reviennent chez eux ou quand, pour les lycéens, ils reprendront l'école lundi, qu'il y ait une augmentation du risque de contamination. Jean-Pierre Thierry, vous restez avec nous. On signale tout de même que l'Agence régionale de santé de Bretagne a recommandé aux participants de cette rave party de s'isoler pendant 7 jours. Vous voyez ce communiqué à la suite de ce rassemblement. Rester au domicile pendant 7 jours, se faire dépister tout en restant chez soi en attendant les résultats, d'éviter le contact avec les personnes fragiles, contacter évidemment un médecin en cas d'apparition de symptômes ou encore communiquer ses coordonnées pour faciliter le traçage. Cette épidémie du Covid, justement, en chiffres, regardez les dernières données de Santé publique France, ce sont 19 348 nouveaux cas qui ont été dénombrés en 24 heures, 133 décès à l'hôpital et 24 263 personnes qui ont été hospitalisées, dont 677 nouvelles entrées ces dernières 24 heures. Et ce samedi marque le début du couvre-feu renforcé pour plus de 6 millions de Français dans 15 départements. Vous le voyez, de l'Est et du Sud-Est, le couvre-feu est avancé. À 18h, il ne sera plus possible de sortir de chez vous, sauf dérogation. Dans ces départements, les derniers chiffres là-bas sont inquiétants. On va le voir justement avec le Jura. Oui, dans le Jura, où l'annonce du couvre-feu à 18h était attendue, puisque le taux d'incidence là-bas est de 266 pour 100 000 habitants. Reportage à Lons-le-Saunier, cette commune d'environ 17 000 habitants, où on tente de s'adapter. Marion Bordier, Antoine Lard avec Nicolas Baggioni. C'est combien l'amende déjà ? 135. Hein. Ah ouais, 135 quand même. Ouais, et puis nous, c'est sur Montmoreau, Lons, partout, là, pour avoir le masque. Hein. À 18h, sans attestation et même si elle porte un masque, cette famille n'aura plus le droit de se promener dans les rues de Lons-le-Saunier. Une nouvelle restriction qui interroge les habitants. Plus les créneaux horaires pour se déplacer sont restrictifs, plus les gens se retrouvent au même moment, ou même dans les mêmes endroits, notamment chez les commerçants. C'est vrai que pour m'être rendu dans les grandes surfaces, moi j'ai été fort étonnée de voir qu'il y avait très peu de mesures, il n'y a pas de comptage, il n'y a pas de sens de circulation. Et je pense que là, il y aurait peut-être des mesures à prendre, de même dans les transports en commun. Elisa est étudiante infirmière et finit tous les jours à 17h30. Elle aura tout juste le temps de rentrer chez elle. Pour les courses, c'est un peu compliqué. Ça me laisse juste le samedi pour y aller, donc prévoir sur une semaine les courses. C'est quand même un soulagement parce que ça évite un confinement. Donc c'est plutôt pas mal, mais bon, c'est vrai que c'est quand même assez contraignant que ça soit à 18h et pas à 20h comme c'est maintenant, Un troisième confinement que le gouvernement et les élus locaux veulent à tout prix éviter. Un reconfinement total, je pense que ça aurait été difficile parce que les gens n'auraient peut-être pas compris. Et puis, ça aurait trop impacté, je pense, l'économie. Devant cette épidémie, si on veut s'en sortir, il fallait prendre des mesures. Ce qu'on peut espérer, c'est que ces mesures amèneront quelque chose de positif et que dans quelques semaines, on pourra revenir à une vie plus normale.
À partir de 18h, tous les commerces devront être fermés. Les restaurants, eux, ne pourront plus effectuer de vente à emporter, seulement des livraisons. Une contrainte supplémentaire pour un secteur durement impacté depuis le début de la crise sanitaire. Pour les autorités, néanmoins, elle était indispensable. La situation sanitaire, elle est mauvaise, elle est dégradée en termes de circulation du virus, en termes d'hospitalisation, en termes de mortalité. Nous avons eu 100 morts sur le mois de décembre. À titre de comparaison, sur la première vague, sur l'intégralité de la première vague, il y avait eu seulement 60 personnes décédées. Les contrôles de police débuteront ce soir, avec une période de tolérance de quelques jours. Le docteur Jean-Pierre Thierry est toujours avec nous, un couvre-feu avancé de 2 heures pour éviter le confinement dans ces 15 départements. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est vraiment utile? En tout cas, tout a été dit dans votre reportage. Donc c'est une mesure graduée de sévérité intermédiaire pour éviter d'avoir un reconfinement complet. Donc c'est fait pour limiter les interactions individuelles et sociales, et on verra seulement dans 15 jours, 3 semaines si c'est efficace. Et si ce n'est pas efficace, on sera contraint d'en passer par un reconfinement? Alors le problème, c'est l'arrivée dans les mois d'hiver, c'est la réouverture des écoles, des lycées, des collèges, puisqu'il y a la rentrée. Donc ça va dépendre évidemment des comportements et de l'état de la pandémie, mais justement c'est une mesure intermédiaire. Si elle marche, on ne sera pas obligé de reconfiner plus durement. Je rappelle quand même que ça a été fait dans d'autres pays qui sont repassés dans une configuration plus dure que la nôtre. Et puis il y a aussi toujours cette épée de Damoclès des 2 variants éventuellement plus contagieux, 1,5 fois plus contagieux, qui sont apparus dans 33 pays à l'échelle de la planète, dont la France. Vous restez avec nous, docteur, parce qu'on va évoquer avec vous dans un instant la question de la vaccination. Seules 332 personnes ont été vaccinées à ce jour en France, très loin des chiffres des autres pays. Le gouvernement veut désormais accélérer, mais ça ne commencera véritablement et que progressivement à partir de la semaine prochaine. On voit ça avec Jérémy Charrier. La campagne vaccinale va bientôt prendre de l'ampleur. Olivier Véran l'a assuré dans ce tweet. Le ministre de la Santé espère faire taire les critiques sur la stratégie gouvernementale, très nombreuses depuis le lancement de la vaccination. C'est vrai qu'on ne peut pas aller plus vite que le nombre de vaccins qu'on a, mais là on va tellement moins vite que le nombre de vaccins qu'on a. Imaginez-vous, il a fallu pour ce vaccin mettre à peu près 10-11 mois. Il ne faudrait pas qu'on mette 3 ans à vacciner la population française. Cette montée en puissance de la campagne sera progressive. Dès lundi, elle débutera dans plusieurs centaines d'établissements pilotes, choisis par chaque région. Elle sera élargie à l'ensemble des EHPAD à partir de mi-janvier. Bonne stratégie pour certains médecins. De toute façon, on va être coincé par le nombre de vaccins. Là, la France en a touché 60 000 cette fois-ci. Ce sont des quotas européens, c'est ce qu'on nous dit. Oui, mais la France en a touché 60 000. On va en toucher 500 000 par semaine. 500 000 par semaine. Donc, on a le temps. Ça va pouvoir se faire tranquillement. La véritable accélération de la campagne vaccinale concerne les soignants de plus de 50 ans, travaillant dans ces établissements pilotes. La vaccination s'étendra ensuite aux soignants volontaires des autres établissements de santé. Dernière étape en janvier, les médecins libéraux volontaires de plus de 50 ans seront concernés. Mais l'organisation de cette phase n'a pas encore été détaillée. Israël est largement en tête du classement mondial en termes de vaccination par nombre d'habitants. 12% de sa population a reçu une première dose, 41% des plus de 60 ans. Lucas de Villepin, bonjour, vous êtes notre correspondant à Tel Aviv pour I24 News. Le pays hébreu, confiné pour la 3e fois, compte avoir vacciné un quart de sa population d'ici à fin janvier. Oui, déjà presque 1 million de personnes vaccinées ici en Israël. Alors, ça fait environ 150 000 personnes par jour et un Israélien sur 9 qui est déjà vacciné. Les centres de vaccination, les hôpitaux qui gèrent cette campagne fonctionnent à plein régime. En ce moment, nous sommes sur la place Rabin. C'est la plus grande place de Tel Aviv et vous voyez peut-être derrière moi ces tentes blanches où ont été installés des centres de vaccination. Pour l'instant, ils ne fonctionnent pas parce que nous sommes le week-end, mais dans quelques heures, ils vont accueillir du public. Pour l'instant, qui est vacciné en Israël? Ce sont les plus de 60 ans, les personnes qui sont considérées comme vulnérables et certains corps de métier, comme par exemple les soignants ou les armées. Enthousiasme, optimisme ici en Israël, mais ce rythme effréné des vaccinations, il va sûrement ralentir d'ici une semaine parce que toutes ces personnes, elles vont devoir recevoir une seconde dose du vaccin Pfizer-BioNTech. Israël va devoir également s'assurer de la livraison de ces doses. Toutes ces doses ne sont pas encore arrivées dans le pays. Et puis en parallèle, il y a toujours l'urgence sanitaire. Vous savez qu'Israël est sous le coup d'un 3e confinement depuis maintenant presque une semaine. Et le nombre de contaminations reste très élevé pour le pays. 5000 cas par jour environ. Merci beaucoup Lucas de Villepin, le correspondant de BFM TV
à Tel Aviv. Nous sommes toujours avec Jean-Pierre Thierry. On voit ces exemples à l'étranger. On a vu Israël. Nous serons tout à l'heure en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis. On voit que ça vaccine beaucoup dans tous ces pays. Pourquoi est-ce qu'on vaccine beaucoup moins pour l'instant en France? Est-ce qu'on est vraiment à la traîne? Il y a eu la prise en compte de l'hésitation vaccinale. On peut en reparler. Il y a aussi, ça a été dit par M. Hamon, il y a la disponibilité des vaccins. Ensuite, avec les vaccins qu'on reçoit aujourd'hui, et pour l'instant on n'en reçoit qu'un, qui est le Pfizer-BioNTech, les contraintes logistiques sont vraiment très importantes. Donc l'ensemble de ces facteurs fait que ce n'est pas une petite affaire de distribuer les vaccins après avoir reçu le consentement dans les EHPAD et de voir une montée en charge rapide, je rappelle pour la deuxième phase qui est très importante, qui concerne les 15 millions de Français de plus de 75 ans, plus de 65 ans ayant des pathologies chroniques, ce qui correspond à la priorité que vous avez donnée en Israël. Et on sait que si on veut aller très vite pour ce type de population, il faut des centres de vaccination très bien organisés. Certains sont proposés, à côté de chez moi, le maire de Poissy propose de mettre en place un gymnase qui est déjà prêt. Et donc c'est des options qui doivent être considérées, je dirais, pour se hâter. Parce que aujourd'hui, dans le monde, en Allemagne, vous avez parlé de l'Angleterre ou Israël, tout le monde a plutôt revu à la hausse la rapidité de vaccination en tenant compte justement de la probabilité de voir 2 variants plus contagieux arriver, comme j'ai pu le dire avant sur votre question précédente. Merci Jean-Pierre Thierry d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui en direct de BFM TV. Caroline Dieudonné du service santé BFM TV. On a entendu, on a vu ces différents types de vaccination à l'étranger. En France, pourquoi est-ce qu'on va pouvoir combler ce retard assez rapidement? On sait que le gouvernement notamment a promis de passer à la vitesse supérieure à partir de lundi. Oui, parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait on n'a pas encore vraiment commencé cette campagne de vaccination. Il y a eu quelques centaines de vaccins qui ont été administrés, les premières doses, mais effectivement pour l'instant c'est plutôt symbolique. À partir de la semaine prochaine, nous disent les différentes agences régionales de santé, eh bien on va commencer à administrer ce vaccin pour les résidents des EHPAD et des unités de soins de longue durée, en tout cas dans un certain nombre d'établissements pilotes, parce qu'il faudra attendre au moins la mi-janvier avant que ce soit étendu à l'ensemble de ces établissements. Et puis on l'entendait dans le sujet tout à l'heure, l'une des choses qui a fait un petit peu avancer ce calendrier qui a été annoncé par le ministre de la Santé, eh bien c'est la possibilité pour les professionnels de santé de plus de 50 ans de se faire vacciner. On a eu quelques précisions de la part de la Direction générale de la santé. Donc là aussi, ça va se faire de manière assez progressive. On ne va pas pouvoir vacciner tous ces personnels de santé à partir de lundi. Donc on sait qu'il y a un certain nombre de vaccins qui vont arriver dans des établissements de santé pivots à partir de la semaine prochaine. Donc ça représente environ 80 centres et puis ce sera 100 la semaine d'après. Ce qui pour la Direction générale de la santé assure un certain maillage territorial. Et puis d'ici la mi-janvier, d'autres centres de vaccination vont ouvrir. Et puis on se posait la question d'ouvrir justement quel type de centre pour la suite. Eh bien, d'ici le 20 janvier, nous dit la Direction générale de la santé, on va définir une stratégie locale de diversification de ces lieux de vaccination. Tout ça pour préparer aussi la phase suivante avec les personnes âgées de 75 ans et plus, et puis les plus de 65 ans. Donc vous voyez que ça va s'étaler en fait sur tout le mois de janvier. L'objectif, c'est toujours de vacciner 1 million de personnes et sans doute un petit peu plus puisqu'on a ajouté les plus de 50 ans. Merci beaucoup Caroline pour toutes ces explications. Dans le reste de l'actualité, les Landes qui restent en vigilance orange pour crue, même si la décrue est en vue. La commune de Tartas a notamment été très touchée. Regardez ces images de drones, images aériennes à Mont-de-Marsan. L'eau de la Midouze est montée à 7,45 m, un niveau plus atteint depuis 40 ans, les dégâts sur place sont importants. Et puis un mot de sport, de football et l'image du prochain entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, qui a fait son apparition au Camp des Loges. Vous le voyez, le centre d'entraînement du PSG. Il était en compagnie de ses adjoints et de Leonardo, le directeur sportif du club. Pochettino qui sera bientôt le nouvel entraîneur du PSG. L'officialisation est imminente. Il va donc remplacer Thomas Tuchel, limogé le 24 décembre. On le voit avec sa doudoune et son masque. La météo tout de suite. Se ressourcer à l'infini. La météo avec La Plagne.
L'ambiance est hivernale sur de nombreuses régions, une nouvelle fois dans le département de la Loire avec cet après-midi ces images et retour de vacances et ces images donc de neige bien installée sur les premières hauteurs, la neige qui va nous concerner jusqu'en plaine dans les prochaines heures, nous en reparlerons dans un instant. Attention toujours donc au département des Landes, placé en vigilance orange pour crue, on surveille l'Adour moyen ainsi que l'Ami 12 mais la décrue est largement entamée. Alors la situation toujours pilotée par un flux de nord voire est par endroits qui apporte vraiment des températures très basses, notamment en matinée, puis qui apporte quelques flocons de neige ici, notamment à proximité des Savoies, en raison des températures basses et puis des précipitations qui circulent. Alors pour demain matin, on va surveiller un petit axe ici allant de l'Alsace en redescendant vers la haute vallée du Rhône avec beaucoup de nuages, avec des précipitations sous forme de neige, y compris jusqu'en plaine. Ça pourrait tenir blanchir les sols très temporairement. Même chose ici à l'avant, sous quelques petites chutes de neige entre les Hauts-de-France, le bassin parisien ou encore la région de Toulouse. Et puis on surveillera aussi matin comme après-midi d'ailleurs les côtes de la Manche avec quelques averses qui pourraient prendre un caractère orageux avec des chutes de grésil annoncées dans l'après-midi. Les chutes de neige quand même qui sont annoncées donc sur la France qui resteront bien souvent faibles. Heureusement, la masse d'air de plus en plus bleue. Attention quand même au risque de verglas ce dimanche matin sur de nombreuses régions. On sera largement en dessous des 0 degrés, notamment à Aurillac avec moins 5 degrés jusqu'à moins 2 dans l'intérieur de la Bretagne. Un petit degré pour Paris et déjà 6 entre la Corse et le continent. Et puis regardez dans le courant de l'après-midi, toujours cette vague bleue avec 1 degré à Strasbourg, 2 pas plus pour les Parisiens, 6 degrés quand même pour l'extrême ouest de la Bretagne et jusqu'à 12 degrés pour la partie nord de la Corse. Rapidement, la prochaine semaine qui va s'ouvrir à nous, encore très hivernale avec des chutes de neige de façon très limitée sur l'ensemble de la France, peut-être un petit peu plus ici en allant vers l'intérieur de la région parisienne pour la journée de mardi, toujours ce ciel bien gris et ces chutes de neige qui pourraient perdurer une bonne partie de la semaine prochaine, mais dans des quantités qui seront vraiment très faibles. Par contre, attention au verglas en première partie de journée. La météo vous a été présentée par La Plagne. L'actualité à 15h30 et cette polémique après 36 heures de rave-party illégale à Lioron en Bretagne malgré la présence de gendarmes. 1200 verbalisations ont été menées. Comment les autorités ont-elles pu laisser rassembler 2500 teufeurs? Quelles seront les sanctions? Les critiques se multiplient à l'encontre de l'exécutif et les autorités sanitaires, elles, incitent les participants à s'isoler. Dans 15 départements de l'Est et du Sud-Est, sauf dérogation, il faudra être chez soi à 18h maximum au lieu de 20h et ce dès ce soir. Un couvre-feu avancé car les chiffres sont inquiétants dans ces zones. 332 vaccinés en France seulement contre 1 million au Royaume-Uni, près de 3 millions aux États-Unis. Alors que le corps médical alerte sur le retard de notre pays, l'exécutif promet de bientôt passer à la vitesse supérieure. Nous comparons les différentes stratégies vaccinales mises en place pour lutter contre le Covid-19 avec nos correspondantes à l'étranger. La fête est donc finie à Lioron, près de Rennes, en Bretagne. 36 heures de rave-party, rassemblant environ 2500 personnes depuis la nuit de jeudi à vendredi. Pour la plupart sans masque, malgré l'épidémie et en dépit du couvre-feu sanitaire. La fête techno s'est tenue sans interruption depuis la nuit de la Saint-Sylvestre et malgré la présence de gendarmes autour du site. Les premiers fêtards ont quitté les lieux au petit matin aujourd'hui et peu après 10 heures, les forces de l'ordre contrôlaient le site selon la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Les précisions sur place d'Igor Saïri. Contrôle et fouilles toujours en cours ici sur le site de cette rave party clandestine depuis le milieu de la matinée et sur autorisation du parquet. De nombreux gendarmes ont pris possession des lieux en le sécurisant dans un premier temps et puis en procédant au contrôle des quelques derniers teufeurs présents sur le site ainsi que la fouille de chacun de leurs véhicules. Le résultat, c'est la saisie de beaucoup de matériel, de son, platines, enceintes ou encore haut-parleurs, saisie également de 2 camionnettes et puis saisie de nombreux stupéfiants. Côté verbalisation, il y en a eu 1200 au total jusqu'à présent, 800 notamment pour violation du couvre-feu, également non-port du masque et puis pour participation à une manifestation interdite. Actuellement, il y a toujours plusieurs dizaines de teufeurs et leurs véhicules, mais cette fête clandestine s'est réellement terminée ce matin aux alentours de 6 heures. Le son a été coupé, plusieurs dizaines de teufeurs sont partis avec leurs véhicules en étant tous verbalisés. L'enquête judiciaire maintenant se poursuit pour notamment retrouver les organisateurs et les tout premiers camions qui sont partis cette nuit avec du matériel qui a permis à cette rave party de durer 36 heures.
Du côté de l'enquête, une personne a été placée en garde à vue pour le moment après un contrôle routier. Il s'agit d'un conducteur de véhicule qui transportait un système de sonorisation. Par ailleurs, plus de 1200 verbalisations ont été dressées. Ce sont les chiffres annoncés par le ministère de l'Intérieur. Oui, et environ 500 gendarmes déployés depuis ce matin, dont 300 mobiles. Continuent donc par ailleurs les contrôles et interrogatoires des personnes qui quittent la zone et poursuivent les organisateurs. Le bilan de leur action dressé par le préfet d'Ille-et-Vilaine en fin de matinée. En cette fin de matinée, 400 personnes sont en cours de contrôle. Plus de 800 infractions Covid ont été constatées pour participation à un rassemblement interdit, pour non-respect du couvre-feu, pour non-port du masque. Plusieurs centaines d'amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants ont été par ailleurs délivrées. Donc, nous sommes bien au-delà, à cette heure, et les choses vont évoluer encore dans les heures qui viennent, au-delà des 1200 verbalisations. Des questions se posent notamment sur cette absence des forces de l'ordre durant ces 36 heures de rave party. Guillaume Fard, bonjour, consultant sécurité BFM TV. Des gendarmes étaient donc présents dès le début, dès l'installation. Ils ont vu ce qui se passait sur le terrain. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas évacué le site dès le début? D'abord parce qu'il a fallu qu'ils connaissent le lieu où allait se tenir cette rave party. Ce qu'ont très bien expliqué le préfet d'Ille-et-Vilaine, Emmanuel Berthier, et le général Pierre Saucrin, qui commande la région gendarmerie de Bretagne en fin de matinée lors de leur conférence de presse, c'est qu'en fait, il y avait 3 sites pressentis et qu'il y avait des leurs. C'est-à-dire que les organisateurs avaient fait savoir que se tiendrait cette rave party, mais ils n'avaient pas dit où tout de suite. Ce qui a permis à des personnes de converger en Ille-et-Vilaine, ne sachant pas si cette rave party allait avoir lieu dans ce département de l'Ille-et-Vilaine, dans le Morbihan, ou bien au nord du département de la Loire-Atlantique. Donc les gendarmes n'ont su qu'à la toute fin, c'est-à-dire un peu après 20 heures, que c'était précisément en Ille-et-Vilaine qu'allait se tenir cette rave party. Quand ils l'ont su, ils sont allés sur place immédiatement, mais ils ont été très férocement agressés. C'est ce qu'ils ont expliqué, c'était d'une grande violence. 3 gendarmes ont été blessés, leur véhicule a été incendié. À ce moment-là, ils ont attendu des renforts parce que c'est une opération d'ordre public, ça ne s'improvise pas, c'est une affaire de spécialistes et on ne peut pas intervenir immédiatement dans une foule dense. Il y a quand même 2500 personnes, certaines sous l'empire de l'alcool, sous l'empire de produits stupéfiants. C'était prendre des risques très importants. Vous savez, place de la République, le 23 novembre dernier, il y a eu une intervention extrêmement rapide pour aller déloger des migrants qui avaient installé leur tente avec des policiers qui n'étaient pas spécialistes. On a vu des images de violence, sans même parler de l'affaire de Steve Mayakanisso à Nantes, qui a tout de même perdu la vie dans des circonstances qui restent à élucider, mais parce qu'à un moment donné, on a demandé à des policiers en sous-nombre et sous-équipés d'aller faire éteindre un sound system. Donc il faut aussi avoir raison gardée sur les délais d'intervention. Ils ont permis aussi que cette intervention ait lieu en sécurité. Donc on ne pouvait pas aller plus vite, c'est ce que vous nous dites, Guillaume, pour l'intervention là-dedans. Pour aller plus vite, il fallait plus de monde, c'est-à-dire plus de gendarmes mobiles. Ce sont eux les spécialistes du maintien de l'ordre, ces fameux gendarmes mobiles. C'était pas possible de l'anticiper, de mettre plus de monde en se disant que s'il pouvait y avoir de ce genre de rave party, peut-être pas à cet endroit précis, mais dans cette zone ou en tout cas dans la région? C'est la nuit du 31 décembre, 100 000 policiers et gendarmes mobilisés sur tout le territoire avec des besoins, notamment dans les centres urbains. Ce qui veut dire qu'après, dans les territoires ruraux, vous n'avez pas toujours les unités de force mobile disponibles. Les escadrons de gendarmerie mobile, le pays en compte 109, ils sont disposés sur le territoire en fonction des besoins. Là, ça a demandé du temps pour qu'ils arrivent en nombre suffisant. Vous avez évoqué tout à l'heure dans le sujet le chiffre de 300 gendarmes mobiles. Eh bien, ce sont eux qui peuvent intervenir pour sécuriser aussi les interventions. Sinon, vous prenez des risques qui sont des risques très importants de blessures. Alors après, on entend les emportements, les impatiences, on entend des personnes qui disent mais pourquoi n'envoie-t-on pas l'armée? On a pu lire ça sur les réseaux sociaux. Parce que d'abord, elle n'a pas été formée pour ça, elle n'est pas équipée pour ça, et parce que c'est prendre des risques excessifs. Est-ce que pour faire cesser une rave party, il faut mettre en danger la vie de gendarmes, la vie de ces personnes qui se réunissent? Donc là, c'est un débat. L'État a fait un choix qui était la préservation de l'intégrité physique des personnes, sans pour autant qu'il y ait du laxisme. Vous avez évoqué les chiffres. Il y a quand même eu plus de 1200 verbalisations. Le chiffre va encore augmenter et il y aura des poursuites pénales pour les organisateurs. Alors, on l'avait parlé, un problème d'effectif au démarrage en tout cas. Depuis ce matin, ce sont donc 300 gendarmes mobiles, parmi les 500 gendarmes qui sont sur place. Quelles sont leurs missions à partir de maintenant? Alors, la mission, maintenant, sur le volet ordre public, on peut considérer que c'est terminé. Les personnes ont évacué les lieux. Igor Saïri montrait les images. Les gendarmes mobiles ont repris possession des lieux. Donc, leur action, maintenant, c'est une action essentiellement sur le volet judiciaire. C'est la phase d'investigation. Il y a des verbalisations, on le disait tout à l'heure. Elles ne sont pas tout à fait terminées, puisque, d'ailleurs, le
préfet, dans sa conférence de presse, évoquait le fait qu'il y avait encore 400 personnes qui étaient retenues le temps que soit elles soient verbalisées ou que les contrôles soient effectués. Et puis, il y a toute une phase judiciaire pour retrouver et établir les responsabilités des organisateurs, parce que l'organisation d'une manifestation illicite, c'est une infraction pénale. De la même façon, la mise en danger de la vie d'autrui, c'est un délit, donc vous pouvez être passible de poursuite. Et il y a tout un tas d'autres séries d'infractions pénales. La consommation de stupéfiants, la vente de stupéfiants, il y avait aussi la tenue de débits de boissons illicites. Donc tout cela, ce sont des infractions pénales. Il faudra retrouver les auteurs, établir la responsabilité, les poursuivre. Donc il y a toute la phase judiciaire qui démarre à peine. Merci beaucoup Guillaume. Bonjour Marie-Christine Verdier-Joucla, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée nationale, députée du Tarn. Est-ce que selon vous, les autorités ont trop tardé avant d'intervenir ? Mais écoutez, je pense que la personne qui est intervenue, comme j'ai pas la vidéo, je ne sais pas qui c'est, a quand même tout correctement expliqué. Je ne vois vraiment pas ce que je peux rajouter. Vous avez la soirée du 31 décembre où toutes les forces de l'ordre doivent être mobilisables un petit peu partout, avec surtout toujours en tête quand même le risque terroriste. La ruralité est grande. Moi, je suis dans un département rural, donc on ne peut pas avoir des forces de l'ordre mobilisées partout sur le territoire en France. Donc la problématique était le lieu, et c'est pour ça qu'il n'y a pas pu avoir d'intervention plus tôt. Il y a eu, ça a été dit ensuite, une intervention, mais qui a failli mal tourner puisque ça a été très très violent. L'essentiel aujourd'hui, c'est que les responsables puissent être trouvés et puissent être jugés et punis pour ce qu'ils ont fait. Moi, ce que je me pose comme question... D'un point de vue politique, qui sont les responsables également de cet échec? 36 heures durant, quand même, la situation sanitaire a été incontrôlable, avec plusieurs milliers de personnes sans masque, sans respect des gestes barrières. Qui est responsable? Le ministère de l'Intérieur, les autorités sanitaires? À qui attribuer cette erreur? Mais aux personnes qui étaient sur place. Attendez, je suis désolée. Vous avez combien de millions de Français qui, le 31 décembre, ont suivi et respecté les consignes que nous avons données pour que collectivement nous puissions nous protéger? Moi, je considère que les 2500 personnes qui étaient sur place, je pense qu'elles n'avaient personne à protéger. Elles ne devaient pas avoir de parents, elles ne devaient pas avoir de famille, ni de collègues de travail qu'elles vont retrouver lundi pour se permettre de prendre le risque de faire effectivement un cluster le soir du 31 décembre. On a bien compris. Les responsabilités, elles sont d'abord sur les personnes qui étaient quand même sur place. C'est ça, les responsabilités. Mais beaucoup de Français peuvent se poser aussi la question, Marie-Christine Verdier-Joucla, pourquoi 2500 personnes arrivent-elles à se rassembler comme ça sans que personne puisse anticiper? Parce que certains participants disent, moi ça fait 10 jours que j'étais au courant que ce genre de rave party allait se dérouler à cet endroit. Ça veut dire que les renseignements sont impuissants, on ne peut pas empêcher ce genre d'événement? Non. Les rave parties, d'une façon générale, les rave parties, c'est quand même quelque chose qui est illégal, qui est fait dans l'illégalité. Et c'est pas la première fois. Et chez moi, dans mon département, il y a aussi des rave parties. Alors pas en ce moment avec le confinement, mais il y avait parfois des rave parties qui ne pouvaient pas être anticipées à l'avance parce que vous avez beaucoup de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux et que si ces personnes-là disent qu'elles étaient informées depuis longtemps, c'est qu'elles devaient être certainement sur des réseaux bien privés, bien privilégiés, parce que l'habitude de faire déjà des rave parties. Enfin, on sait très bien que c'est des réseaux quand même qui sont parallèles. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu facile de suite d'aller chercher des responsabilités. Je crois qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'était derrière, dans la mesure où on n'a pas pu, oui, effectivement, l'empêcher, c'est au moins de punir ceux qui étaient quand même sur place, de les verbaliser, c'est ce qui a été fait. Et puis maintenant, il faut trouver les responsables. Enfin, c'est vraiment un déni de toute autorité, ce qui s'est passé ce soir-là, et vraiment un pied de nez quand même à tous les millions, je répète, de Françaises et de Français qui, eux, ont respecté quand même les consignes et n'ont pas fait ce genre de choses. Merci Marie-Christine Verdier-Joucla d'avoir répondu à nos questions donc, sur cette rave party. Un tel rassemblement, ça crée forcément une situation à risque dans le contexte de pandémie qu'on connaît. L'Agence régionale de santé de Bretagne alerte notamment dans un communiqué sur la possibilité de forte diffusion du virus dans la population. Elle invite les participants à s'isoler 7 jours chez eux, à se faire dépister la semaine prochaine en restant isolés pendant ce temps-là, à éviter les contacts avec les personnes fragiles ou encore à communiquer leurs coordonnées pour faciliter le traçage des cas contacts. Caroline Dieudonné du service santé de BFM TV est avec nous. Cette rave party de Lioron, là, c'est un potentiel cluster en puissance, Caroline?
Oui, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on sait qu'il y a un risque quand ça se déroule en lieu clos. On voit que la plupart des participants sur les images ne portaient pas de masque, qu'ils étaient très rapprochés. Donc, effectivement, ça représente un risque. C'est la raison pour laquelle l'Agence régionale de santé a donné des instructions. Alors oui, s'isoler, parce que vous savez qu'il y a un certain délai d'incubation en fait avec ce virus. Donc, entre le moment où on est contaminé et le moment où potentiellement on peut exprimer des symptômes, eh bien, il y a une moyenne donc de 5 à 6 jours. C'est la raison pour laquelle l'Agence régionale de santé recommande de se faire dépister au bout d'une semaine. Et effectivement, alors on a vu aussi que c'était des personnes qui étaient plutôt jeunes, donc on peut dire qu'il est possible que s'il y avait des personnes contaminées dans cette foule, eh bien, ce soit des personnes qui expriment peu ou même pas du tout de symptômes. Mais c'est vrai que s'il y a des personnes contaminées, ça peut représenter un risque pour l'entourage, notamment pour les personnes fragiles. Parce qu'on rappelle, Caroline, la situation sanitaire avec ce dernier bilan hier soir de Santé publique France, près de 19 400 nouvelles contaminations en 24 heures, 133 décès à l'hôpital sur la même période et plus de 24 000 personnes hospitalisées, dont 677 nouvelles entrées en 24 heures. Quand est-ce que, Caroline, on connaîtra l'impact des fêtes de Noël ces derniers jours sur cette courbe des contaminations ? Alors c'est pareil, il faut attendre un certain temps. Donc c'est vrai que dans les prochains jours, on va peut-être commencer à voir si ces fêtes de Noël ont eu un impact, en tout cas sur le nombre de contaminations. Il faut dire qu'il y avait eu énormément de tests qui ont été réalisés juste avant Noël, plus de 3 millions qui avaient été réalisés, et puis ça avait chuté très très fortement juste après. Donc là, il va falloir attendre de voir justement quel sera ce niveau de dépistage dans les prochains jours. Et puis, s'il y a un impact à l'hôpital, là, vous savez, il y a encore un décalage supplémentaire et encore un décalage supplémentaire pour éventuellement des personnes qui seraient admises dans les services de réanimation. Donc, c'est vrai qu'on va seulement pouvoir commencer à voir s'il y a eu un impact de ces fêtes dans les prochains jours. Merci Caroline. Alors il n'y aura pas de décalage pour le couvre-feu. Nouveau couvre-feu à partir de 18h dans 15 départements qui vont donc être placés sous couvre-feu renforcé de 18h à 6h du matin contre 20h à 6h dans le reste du pays. 15 départements où les taux d'incidence du virus sont particulièrement élevés. Vous les voyez sur cette carte. 6 millions de Français qui sont concernés donc dans les Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, mais aussi en Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vosges et territoire de Belfort. Vous l'avez donc compris, les Ardennes sont concernées dès 18h ce soir dans ce département. Le taux d'incidence dépasse les 280 cas pour 100 000 habitants. La capacité d'accueil en réanimation est saturée. Alors comment les commerçants locaux prennent-ils ce durcissement du couvre-feu? Quelles conséquences pour eux? Aurore Villemur, Sonia Reynaud avec Constance Bostoen. La mesure est confirmée. Les départements de la Marne et des Ardennes seront bien sous couvre-feu dès 18h ce soir. Dans les rues de Charleville-Mézières, les habitants expriment leur inquiétude quant à la survie des commerces de la ville. Je pense que ça va être catastrophique pour les gens qui travaillent, qui continuent à travailler. Couvre-feu limité à 18h, pour les commerçants, je pense que c'est assez moyen. Parce qu'ils ont suffisamment souffert, je le pense. Une crainte évidemment partagée par les commerçants eux-mêmes. Dans ce restaurant, la part la plus importante des ventes à emporter se fait de 18h à 20h. Alors pour la gérante, l'instauration de ce nouveau couvre-feu est synonyme d'une perte de chiffre d'affaires énorme. On perd quand même une grosse partie de notre chiffre qui est sur la vente à emporter. Donc en gros à peu près 50%, donc on ne sait même pas si ça va valoir le coup de le faire ou pas et est-ce qu'on va fermer, donc on est dans le flou un petit peu total. Même constat, à quelques mètres de là dans ce salon de coiffure. Fermer à 18h engendrerait une perte de 15 clients chaque soir, un nouveau coup dur que ce gérant peine à encaisser. Ça va être vraiment compliqué en matière de chiffre d'affaires. On a passé une année énormément compliquée, difficile. Tout ce qu'on espère, c'est que la situation change. Et pour compenser les heures de travail perdues le soir, certains commerçants de la ville envisagent déjà d'ouvrir plus tôt chaque matin.
La vaccination à présent, 332 vaccinés en France, bien loin des campagnes menées dans d'autres pays du monde. Près de 3 millions de personnes ont déjà reçu une dose de vaccin aux États-Unis, par exemple. Environ 1 million en Israël, 1 million également au Royaume-Uni. Vaccination alors que les autorités britanniques, le Premier ministre Boris Johnson en tête, sont très inquiètes par rapport à la gravité de la situation sanitaire. Plus de 50 000 nouveaux cas en 24 heures, près de 1000 décès. Laure Van Ruymbeck, notre correspondante BFM TV à Londres, une vaccination d'autant plus importante, notamment depuis cette découverte du nouveau variant du Covid. Exactement, la situation sanitaire, le temps presse puisque la situation sanitaire au Royaume-Uni empire un petit peu plus chaque jour. Près de la moitié des hôpitaux en Angleterre a plus de patients coronavirus aujourd'hui qu'il n'en avait lors du pic de la première vague en avril. Donc du coup, à Londres, un hôpital de campagne a même été rouvert pour soulager un petit peu la pression des hôpitaux. Et puis vous l'avez dit, le nombre de cas explose tous les jours. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a ce vaccin Oxford AstraZeneca qui a été approuvé et qui sera administré dès ce lundi. Alors selon le laboratoire pharmaceutique, 2 millions de doses pourront être administrées par semaine dès ce mois-ci, mais ces chiffres sont à confirmer, puisque ce qui inquiète les autorités, ce n'est pas le manque un problème dans la distribution, mais c'est un manque dans l'approvisionnement global mondial du vaccin. Du coup, la stratégie des autorités, ça va être en fait de vacciner le plus grand nombre possible de personnes vulnérables avec une première injection, puisque la particularité du vaccin d'Oxford, c'est que dès la première dose, le vaccin est efficace à 70%, 80% avec la deuxième dose. Donc c'est pour ça qu'ils vont vraiment tout miser sur cette première dose, quitte à repousser la deuxième dose qui peut être prise jusqu'à 2 mois plus tard. Et puis le Premier ministre Boris Johnson l'a dit lorsqu'il a adressé ses vœux à la nation, les premiers mois de 2021 vont être difficiles, mais grâce à la science britannique, il y a cette lueur d'espoir du vaccin Oxford AstraZeneca. Et puis le pays prend une longueur d'avance considérable sur ses voisins européens. Tout ça, c'est grâce au Brexit. Merci beaucoup Laure Van Ruymbeck, donc à Londres pour BFM TV. On prend la direction des États-Unis. Près de 3 millions d'Américains ont déjà été vaccinés aux États-Unis. Cette campagne de vaccination intervient alors que le pays dépasse la barre des 200 000 nouveaux cas en 24 heures. Le pays reste le plus endeuillé du monde avec près de 350 000 morts depuis le début de la pandémie, 3 628 en 24 heures. On retrouve notre correspondante Carrie Knudsen en direct de New York. Carrie, dans quelles conditions se déroulent les vaccinations ? Eh bien, vous vous doutez bien qu'avec 20 millions de cas, les Américains attendent avec impatience ces vaccins. Comme partout, personnel soignant et personnes âgées en maison de retraite reçoivent le traitement en priorité. Il est beaucoup plus facile de le déployer dans les grandes villes que dans les endroits les plus reculés du pays, qui sont pourtant désormais bien touchés. Cependant, 2,8 millions d'Américains ont reçu pour l'instant la première dose. On est bien loin des 20 millions avant fin 2020 qui avaient été promis par Donald Trump, et il sera certainement plus difficile de tenir la barre des 100 millions affichés par Joe Biden. Le président élu se dit pour l'instant encore très optimiste. En tout cas, c'est surtout la confiance dans le vaccin qui est en augmentation ici aux États-Unis, et les vaxes, qui sont des selfies que les personnalités prennent et postent sur les réseaux sociaux alors qu'elles sont en train de se faire vacciner, n'y sont certainement pas pour rien. On les a vraiment vues fleurir sur les réseaux sociaux. Le but du jeu, c'est de vraiment redonner confiance en la science, et ce alors que plus de la moitié des Américains étaient encore dubitatifs vis-à-vis de ce vaccin il y a encore quelques semaines. Merci Carrie Knudsen en direct donc depuis New York aux États-Unis. Caroline Dieudonné, comment expliquer cet écart entre la stratégie vaccinale française et on voit les millions parfois de vaccins déjà déployés à l'étranger? Comment on va combler cet écart en France? Alors nous, on n'a pas encore vraiment commencé. Ça va s'intensifier, on va dire, à partir de la semaine prochaine, mais ce sera très progressif en fait, surtout le mois de janvier. Donc ça va commencer dans un certain nombre d'établissements pilotes, EHPAD et unités de soins de longue durée, donc qui ont été choisis en fait, par exemple dans le Grand Est, ça représente une trentaine de sites pilotes, et puis ensuite on va étendre la vaccination sur l'ensemble de ces établissements dans chaque région, et ça c'est plutôt pour la mi-janvier, le 18 janvier pour certaines régions, peut-être quelques jours avant pour d'autres. Donc vous voyez que c'est progressif. On rappelle que cette première phase, elle concerne les résidents donc de ces établissements, mais aussi le
le personnel. Alors au début, souvenez-vous, on avait défini donc des publics prioritaires. Le ministre de la Santé a considéré qu'il fallait un petit peu accélérer les choses et désormais ce seront les professionnels de santé de plus de 50 ans qui sont concernés par ces vaccinations également à partir de lundi. Là aussi pour les professionnels, ce sera très progressif. Patience, on sait qu'ils vont pouvoir se faire vacciner. Là aussi, on précise, ça a commencé mais plutôt de manière symbolique. Ça va s'intensifier. Donc ils pourront bénéficier de vaccins qui sont présents dans un certain nombre d'établissements de santé pivots. D'ici mi-janvier, nous dit la Direction générale de la santé, on va ouvrir d'autres centres de vaccination et puis encore d'autres centres qui doivent être définis d'ici le 20 janvier puisque vous savez qu'on va aussi entrer en février dans cette deuxième phase qui concerne les personnes âgées de plus de 75 ans et puis les plus de 65 ans, etc. Donc on voit que pour l'instant, il reste encore beaucoup de choses à définir. Par exemple, comment vont se faire vacciner les professionnels de santé libéraux de plus de 50 ans, comment tout cela va s'organiser. Voilà, on attend encore des précisions de la part du ministère. Merci beaucoup, Caroline. On reviendra sur toutes ces questions, sur cette épidémie, sur cette vaccination, bien sûr, dans une dizaine de minutes à 16h. Tout de suite, l'infotrafic. Retrouvez votre programme avec l'application Western Union pour tous vos transferts d'argent. Si vous prenez la route ce samedi, Bison Futé vous annonce de bonnes nouvelles. Dans le sens des départs, vous le voyez, c'est vert. Attention quand même pour les retours. Au niveau national, c'est orange. C'était votre programme avec l'application Western Union pour tous vos transferts d'argent. La météo.